Bonjour à toutes et à tous. Le temps est venu de parler de Furiosa, le nouveau film de la saga Mad Max, sorti en salle ce 22 mai 2024 après une longue, très longue attente. Et oui, je préfère préciser que je suis de ceux, comme mon collègue Antoine, qui considère Fury Road non pas seulement comme un chef-d'œuvre du cinéma d'action, mais comme un vrai classique contemporain que je regarde plus que régulièrement et peut-être un peu trop finalement. Et oui, cette affiche est littéralement le seul élément de décoration de notre rédaction. Selon moi, et selon Antoine aussi, encore, qui d'ailleurs n'est pas là en personne puisqu'il est à Cannes où il a pu découvrir le film une semaine avant, ce salaud, George Miller compte parmi les grands auteurs américains du moment, l'un des plus modernes aussi, et ce malgré sa bouille de gentil papy trop mignon. Et c'est important de parler du réalisateur derrière le film, puisque Furiosa est autant un film Mad Max qu'un film de George Miller. Ça a son importance. Hop, petite parenthèse pour vous parler d'un partenaire dont on est fier, Métal Hurlant. Et ouais, écran large sa coquine avec le plus légendaire des magazines de BD, celui-là même qui a accueilli les planches de Druillet, Montelier ou bien sûr Moebius, et qui a donc par là même influencé une immense partie du cinéma de science-fiction contemporain. Ce n'est d'ailleurs pas une coïncidence si cet encart accompagne la vidéo sur Mad Max. Plus particulièrement, on s'associe à la nouvelle version du magazine, relancée en 2021 sous la forme d'un MOOC de tenez-vous bien, presque 300 pages. À l'intérieur, on peut trouver des articles hyper intéressants, des interviews avec des grands noms. Ils ont même eu William Gibson par exemple. Et aussi évidemment plus de 200 pages d'histoires courtes indépendantes en BD, signées par des auteurs contemporains, jeunes talents ou grands noms du 9e art. L'idée est toujours la même, proposer un laboratoire artistique tel qu'on en voit encore rarement, le tout avec un thème par numéro. Celui-ci par exemple c'est les monstres, on aime forcément. Celui-ci c'est l'utopie, celui-ci c'est les chats, je l'ai lu à Pistou, elle a adoré. Et j'ai ici le tout dernier numéro, flambant neuf, qui s'intitule Vacances métalliques. Dedans on peut retrouver, excusez du peu, une interview de Liu Xingxin, l'auteur du Problème à 3 corps, et de Ken Levine, le responsable créatif de BioShock. Niveau BD, il y a de quoi se nourrir aussi, J'ai vraiment bien aimé celle de Erwan Surcouf qui commence comme une dystopie très drôle pour aller vers quelque chose de plus poétique et revenir à la dystopie très drôle à la fin. Et j'ai aussi beaucoup aimé celle de Jacques Després, une sorte de post-apo horrifique sous-marin graphiquement hyper singulier. De toute évidence, il y a de la diversité, aussi bien en termes de ton que de style, et personnellement, c'est pour ça que j'adore cette nouvelle version. Métal Hurlant, c'est disponible en librairie et en kiosque, mais c'est aussi disponible en abonnement, pour non seulement n'en rater aucun, mais aussi économiser 20%. À ce prix-là, c'est Dionné. Tu l'as ? Autant donc le dire tout de suite, si vous vous attendez à voir un Fury Road-like, vous risquez d'être déçu. C'est même tout l'inverse. Il ne s'agit pas d'une simple course effrénée dans le désert, étalée sur quelques dizaines d'heures, mais bien une épopée se déroulant sur plusieurs dizaines d'années, de l'enfance du personnage jusqu'aux prémices de Fury Road. Cette fois-ci, l'accent est beaucoup plus mis sur la narration, mais vous le savez, chez Miller, elle passe toujours par l'action, Oui, c'est pas pour autant que le réalisateur a rangé les lance-flammes. Le film reste rempli de séquences d'action qui mettent à l'amende la concurrence en à peu près quelques plans. J'en veux pour preuve le morceau de bravoure central qui reprend le climax de Mad Max 2, mais comme si tous les techniciens s'étaient injectés de la nitroglycérine par intraveineuse. C'est juste hallucinant, il se passe des trucs dans tous les sens, ça explose de partout, horizontalement, verticalement, et en plus, au milieu de ce chaos total, se joue l'une des relations les plus cruciales du film. Entre deux coups de fusil, les personnages se rencontrent, se jaugent, s'affrontent et se connectent. Et incroyablement, le mec parvient à rendre ça d'une fluidité mais ahurissante et parsemé de visions qui m'ont complètement décroché la mâchoire. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que Monsieur Miller n'est pas uniquement passionné par le mouvement. Il est aussi passionné par les mythes. Les rares qui ont vu son précédent film, 3000 ans à t'attendre, et je dis rare puisqu'il s'est complètement planté, savent de quoi je veux parler. Le cinéaste n'a jamais caché sa passion pour un auteur assez connu qui s'appelle Joseph Campbell. Campbell est le fameux théoricien du voyage du héros, mais aussi du monomythe, qui supposerait que les histoires que se racontent les civilisations humaines depuis la nuit des temps seraient toutes un peu pareilles, ou tout du moins qu'elles partageraient des traits communs. Beaucoup de cinéastes, George Lucas par exemple, c'est très connu, assument d'utiliser la trame archétypale développée par Campbell, mais Miller va beaucoup plus loin et met en scène l'idée d'une mythologie à laquelle on ne peut en quelque sorte échapper à partir du moment où on est un conteur ou un personnage. Et c'est intéressant puisque la théorie de Campbell elle reste quand même assez discutée, on va dire, de milieu universitaire pour ne pas dire souvent critiquée. Et lui il arrive à en dire quelque chose de beaucoup plus intéressant. Autant dire que pour raconter l'origin story d'un personnage aussi iconique que Furiosa, il ne s'est pas fait prier. Dès le début, l'idée d'un récit
par étapes est assez évidente, puisque l'histoire est découpée en chapitres précis qui sont intercalés par des cartons tout simplement. Alors s'il s'inspire du voyage du héros, il l'enferme aussi dans le carcan du récit de vengeance, qui obéit à ses propres règles. Bien entendu, c'est l'occasion d'explorer le monde esquissé dans Fury Road, donc la citadelle, mais aussi les deux autres pôles autour desquels sont articulées la dictature de Immortan Joe, à savoir le moulin à balles et Petroville. Et oui, comme toujours chez Mad Max, les choses sont teintées d'une ironie particulièrement misanthrope, l'humanité survit grâce exactement aux choses qui ont détruit la civilisation pour commencer. En explorant un peu plus cet univers, il nous explicite ce dont on se doutait déjà auparavant, les fameuses Wastelands donc, font aussi partie d'un microcosme mythologique. Il y a ces zones fonctions au milieu du néant, autour desquelles tout le monde gravite, comme dans un récit antique, et les personnages sont eux-mêmes réduits à des fonctions très précises. Il y a le dictateur, les kamikazes, la populace qui est réduite à l'état d'insecte et qui se nourrit littéralement des nécroses de ses semblables. D'ailleurs, Miller avait dû plus ou moins esquiver le classement R sur Fury Road, même s'il n'était pas parvenu à le faire. Ici, il n'est plus obligé du tout, et je peux vous dire que ça se voit. Furiosa n'hésite pas à verser de l'horreur pure à certains moments, et même dans la salle presse, ça a pas mal grimacé par moments. Et puis, il y a les chefs, le comptable, le responsable des balles, le docteur, comme autant de divinités tyranniques. Pour Miller, le cinéma n'est qu'un moyen de fabriquer d'autres mythes. Des mythes plus contemporains, cette fois situés non pas avant l'existence de l'humanité, mais après sa chute. Comme si les structures narratives essentielles encerclaient un peu tout autant nos débuts que notre fin. C'est un peu une anti-cosmogonie. La cosmogonie, c'est les mythes qui expliquent, qui fondent les caractéristiques humaines. Le mythe Mad Max, vu qu'on peut l'appeler comme ça, explique leur disparition. Comme autant de mirages de notre monde, survivants sous la forme de Movalis par exemple. La perspective est à la fois assez inspirante, et plutôt désespérante, puisque qu'importe l'état du monde, on sera toujours prisonnier du même schéma, et ce schéma il ne lésine pas sur la violence, comme nous le rappelle la voix off, à un moment clé du récit. Moment clé qui nous refuse d'ailleurs, pour une fois, le spectacle de cette violence. Et du coup, si on compare les Wastelands de Furiosa à un mythe antique ou épique, la Furiosa du titre, c'est l'héroïne dans le sens classique du terme. Un protagoniste chargé de prendre une place importante dans ce monde légendaire et voué à un grand destin, le destin qu'on finira par découvrir dans Fury Road. Le film s'intéresse donc à cette question: comment on crée une héroïne? Comment on crée une héroïne dans un mythe contemporain? Forcément, il y a une liste d'épreuves à supporter et bordel qu'elle en supporte, mais surtout ce récit, c'est le récit d'une prise de conscience. Car pour décider de ce qui fait une héroïne, Miller oppose deux personnages qui pourraient avoir un rôle à jouer dans la mythologie Mad Max. Le premier cherche à tout prix à en faire partie, c'est Dementus, qui est joué par un Chris Hemsworth qui cabotine comme Jaja. Au fur et à mesure du film, il ne nous apparaît que comme plus pathétique, et on va finir par se rendre compte qu'il est sur le point d'échouer. Le deuxième, joué par Anya Taylor-Joy, au contraire tout en intensité, a toutes les clés en main, et l'affaire va se régler dans un climax qui, je vous préviens tout de suite, est un peu décevant en un sens. Mais c'est le but. Parce qu'après tout ça, alors qu'on attend du grand final une orgie de sang et de cendres, d'explosions et de larmes, Furiosa nous inflige un dialogue, probablement le plus long du diptyque. Si vous avez vu ma vidéo sur le sujet, ou si vous avez vu les films, vous savez à quel point c'est étonnant. Et pourtant, c'est lors de ce dialogue que toute la puissance du héros millerien se révèle, et je ne vais pas en dire plus, mais ça reste pour moi absolument passionnant, car selon Miller, le héros du mythe contemporain, il doit prendre conscience d'être un héros. Et bien entendu, comme d'hab, ça passe par aussi la mise en scène, qui certes profite du même découpage virtuose, mais prend un peu plus de recul sur certaines scènes, de la même manière que Miller prend un peu plus de recul sur son univers. On a droit à des travelling interminables, des plans beaucoup plus aériens, et surtout un festival de plans à la grue particulièrement bien inséré dans le montage. Le cinéaste assume avoir conçu une sorte de mythe contemporain, qu'il parcourt en long, en large et en travers, et raconte pourquoi ces héros ont le droit d'y émerger. Et s'il y a bien quelqu'un qui avait le droit de faire ça, c'est lui. Parce que Mad Max a créé une mythologie en soi, celle du post-apo moderne. Alors oui, le genre existait bien avant, mais il faut bien avouer que l'image qu'on se fait de l'apocalypse, ces plaines désertiques et ces bandits azimutés en tenue SM, ça vient de Mad Max. Et c'est un imaginaire qui a été construit film par film, notamment dans les deux premiers volets, qui établissent chacun des caractéristiques précises. Miller a fabriqué une légende contemporaine de toutes pièces, qui a un côté cosmogonique à l'envers donc, puisque le futur carburant à l'essence et à la violence se rapproche à grands pas vu l'urgence de la situation climatique. Il assume, sans non plus faire preuve de prétention, la nature archétypale de ce qu'il a accompli, et dans le dernier volet, il vient la surligner pour la magnifier encore plus. Dommage, puisqu'il faut quand même trouver un bémol, que la musique de ce cher Junkie XL se contente de recycler les thèmes précédemment composés. On bat les couilles, frère. Le dieu du divertissement a bouclé la boucle.
ce qui fait définitivement du diptyque et de Mad Max en général l'une des sagas, au sens étymologique du terme, les plus fascinantes à avoir persisté jusqu'à aujourd'hui. Apparemment, il en aurait encore sous le capot pour un potentiel Mad Max Wasteland. Oui, Georges, vas-y, par pitié, continue, ne t'arrête pas. Je conclurai ainsi, on nous reproche souvent d'être très critiques des blockbusters hollywoodiens, comme si on les dézinguait systématiquement, surtout sur la chaîne YouTube, où on est bien forcé de parler de gros films, sinon personne regarde. Et c'est vrai que l'industrie est tout sauf aimable. Elle prend les spectateurs pour des vaches à lait, ni plus ni moins, et depuis quelques années, elle se fout quand même vraiment souvent de notre gueule. Mais malgré tout, malgré le fait qu'on sature d'à peu près chaque gros film américain à force d'écrire dessus encore et encore, dans la rédac, on est toujours attaché au grand spectacle hollywoodien, parce que des fois, des miracles arrivent. Et des miracles à plusieurs dizaines de millions de dollars, ça donne des anomalies comme Furiosa, des trucs complètement hors normes qui te rappellent le plaisir de la narration et de l'action bien foutue, et surtout qui t'éclatent la rétine comme peu d'autres œuvres peuvent le faire. Donc j'espère que vous prendrez votre pied, comme moi, j'ai pu le prendre. Pour plus de fureur, n'hésitez pas à vous abonner à Écran Large sur le site. Premier avantage, vous avez accès à plein de dossiers réservés aux abonnés. Deuxième avantage, vous soutenez cette équipe sous l'eau en permanence, mais indéniablement passionnée. Et si vous ne voulez ou ne pouvez pas, n'hésitez pas à juste lâcher un petit follow sur la chaîne YouTube, ça nous fait déjà très plaisir. À la prochaine. Stop.